Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans cette série de vidéos où je vous parle des clans de Vampire la Mascarade 5e édition, je vous parle du sacerdoce, donc de Ministry en anglais ou les anciens disciples de Seth. Donc le clan, comme j'ai dit, était autrefois connu comme les disciples de Seth, et il existe encore un schisme dans le clan entre les deux factions, donc ce qui est devenu le sacerdoce et les anciens disciples de Seth. Donc, ces derniers, les disciples de Seth, seraient très attachés aux croyances du clan, alors que le sacerdoce, en fait, chercherait à rajeunir l'image du clan et leur vision de leur divinité. Donc, les disciples de Seth croient que les vampires sont issus de Seth, donc Seth étant le fils d'Enoch, qui était un enfant de Caïn. Et la croyance orthodoxe, donc, dicte que Seth reviendra un jour pour gouverner et consumer le monde, et les fervents sethites, donc, prépareront le chemin pour sa résurrection. Du côté du sacerdoce, ou ce qui est devenu le sacerdoce, la vision revampée, on pourrait dire, c'est plutôt que Seth fait partie de tous les vampires. Il est en nous, en vous, donc il est dans toutes les personnes, dans toute la vitée des vampires. Il ne reviendra pas, car il est déjà là, et on doit prendre contact avec lui dans notre intérieur pour atteindre, en fait, une certaine spiritualité, on va dire. Donc, dans son ensemble, le clan, quand même souvent considéré sectaire comme un culte, carrément une église, le sacerdoce de Ministry, c'est une église à leurs yeux, recrute ceux qui sont capables d'utiliser la tentation comme une arme. C'est un clan qui n'est pas reconnu pour... on peut pas pour la confiance. C'est probablement le clan auquel on peut le moins faire confiance de tous les clans de Vampire la Mascarade. Donc, ils embrassent ceux qui ont une volonté et les moyens d'influencer, de piéger, et finalement, le but, c'est de libérer leur cible de tout ce la cible, ce qu'elle souhaite véritablement. Donc, on va la libérer de ses biens matériels, de ses allégeances et même de sa foi. Pour les serpents, tout a un prix et la corruption est la meilleure méthode pour atteindre leur but. Donc, le sacerdoce est connu comme étant un groupe sournois, escroc, tentateur, menteur, donc toutes des belles qualités, et pour cette raison, leurs relations, autant à l'ère moderne que par le passé, sont pour le moins difficiles. Donc, les relations avec les autres clans ne sont pas empreintes de confiance, comme j'ai dit, et ils ont vraiment aussi tendance à jouer sur les deux côtés de la clôture, donc ils jouent vraiment de tous les côtés lors d'un conflit, et voilà, ils ne prennent pas un camp, ils profitent de toutes les opportunités. Ils ont fait une tentative récente d'entrer dans la Camarilla qui s'est soldée par un échec. Elle a été rejetée, ce qui a laissé la plupart des membres du sacerdoce se revirer, se ranger du côté des anarches. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les membres du sacerdoce et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement le protéisme. Donc le protéisme permet aux ministres de changer la forme de leur corps, que ce soit pour étendre leur croc pour qu'il soit plus long ou carrément se transformer en animal. Donc les membres du sacerdoce se transforment habituellement en serpents plutôt qu'en loups, ce qu'on voit davantage chez les gangrènes. L'occultation est la raison pour laquelle les ministres sont capables de se fondre dans l'ombre, disparaître de la vue de tous. Donc, utilisent ce pouvoir pour découvrir des secrets, découvrir les croyances des gens, découvrir toutes les informations sur ceux, dans le fond, qui les entourent, puis les utiliser comme une arme contre ces personnes-là. Et la dernière discipline, c'est la présence. Lorsqu'elle est utilisée par les ministres, c'est un outil puissant pour attirer ou repousser leurs victimes. Donc, c'est utilisé à la fois pour influencer les grandes congrégations, selon le caprice du prêtre, ou pour trouver une personne ayant besoin d'aide et devenir, encore là, une victime du sacerdoce. Le fléau du clan est qu'ils abhorrent la lumière. Donc, lorsqu'un ministre est exposé à la lumière directe, qu'elle soit naturelle ou
artificielle, ils reçoivent une pénalité égale à la sévérité du fléau sur tous les pools de dés, tant aussi longtemps qu'ils sont soumis à cette lumière-là. Donc, ils rajoutent également leur gravité de fléau aux dégâts aggravés causés par la lumière du soleil. La variante fléau, si vous voulez jouer avec un autre type de fléau, c'est le sang-froid. Donc, ils ne peuvent pas utiliser les couleurs de la vie, ou ils peuvent les utiliser seulement, en fait, s'ils se sont abreuvés d'un mortel dans la même scène au maximum 1 heure auparavant, donc au bon vouloir, à la discrétion, on pourrait dire, du compteur. Lorsqu'ils utilisent les couleurs de la vie, qui est de se redonner un teint un peu plus santé, d'avoir de la chaleur dans les membres, d'avoir un pouls, d'avoir une respiration, donc dans le froid, faire un petit nuage de boucan pour sembler plus normal. Donc, quand ils vont chercher les couleurs de la vie, ça nécessite un nombre de jets d'exaltation égal à leur gravité de fléau, plutôt qu'un seul jet comme on fait habituellement. La compulsion du clan est liée à la transgression. Donc, le sacerdoce souffre d'un désir ardent d'influencer leur entourage afin de briser leur chaîne morale. Donc, ils subissent une pénalité de 2 dés pour tous les groupes de dés, tant aussi longtemps, en fait, sur toutes les actions qui ne visent pas à inciter quelqu'un ou qu'eux-mêmes ne brisent pas un tenet de la chronique ou une conviction personnelle. Donc, la pénalité a lieu durant toute la scène ou jusqu'à ce que la contrainte, ou jusqu'à ce que, dans le fond, une personne ait une tache sur son humanité parce qu'un tenet de la chronique ou une conviction personnelle a été brisée, que ce soit quelqu'un d'autre du groupe, de la coterie ou eux-mêmes. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituellement dans le sacerdoce, premièrement, le fraudeur. Donc, leur vie de crime, dans le fond, n'a pas échappé à leur mort. Donc, c'est un visage qui est connu par les autres pour être un visage de la personne qui va vous arnaquer. Donc, malgré tout, malgré le fait qu'on sache que cette personne-là, c'est un escroc, c'est un fraudeur, il parvient toujours à se glisser sous le nez de la victime pour réussir à avoir ce qu'il désire. Le deuxième type, c'est l'archéologiste complice. Donc, l'archéologie, c'est un domaine qui a un potentiel, en fait, quand même assez important quand il vient le temps de faire de l'argent. Donc, la revente d'objets anciens. Donc, l'archéologue complice, lui, il va briser la volonté des collectionneurs, il va escroquer les collectionneurs, les musées, autant en leur vendant des objets qui ne sont pas réellement anciens ou parfois juste en brisant leur rêve d'avoir un objet, un artefact important. L'occultiste local, donc aux yeux des mortels, c'est le genre de personne qui a une petite boutique occulte remplie de babioles et de brocantes et d'autres bibelots quelconques, mais les vampires savent qu'une fois la porte fermée, il y a des choses bien plus sinistres qui ont lieu dans cette boutique-là. Finalement, on retrouve le porte-parole. Donc, c'est la personne, on pourrait dire, très charismatique, là, qui va parler à plusieurs personnes en même temps ou aux congrégations. Donc, ça peut être dans le clan des personnes qui croient avoir entendu Seth dans leur tête. Peut-être que c'était autre chose, on s'entend, mais ils se considèrent comme un prophète. Donc, sont amenés dans le monde pour répandre la bonne nouvelle, la bonne parole et se débarrasser, aider les gens à se débarrasser de leur chaîne. Donc, voyez vraiment ça justement comme un porte-parole, un prophète, un maître de la congrégation qui va mener des troupes vers la foi ultime et le but de l'Église, du sacerdoce, en fait. Donc, la culture du clan, l'organisation Sétite est principalement locale. Donc, il y a absolument un seul temple dans une ville ou sinon un réseau de cultes qui représente la présence de serpents au sein de la ville. Les Sétites des villes complotent rarement aussi entre eux. Ils préfèrent affronter les menaces extérieures au clan dans l'unité plutôt que se concentrer sur des intérêts schismatiques là, qui apporteraient des divisions comme celle des sectes, entre autres. Donc, le sacerdoce, c'est le plus vieux clan indépendant
pendant longtemps, justement, n'a pas voulu s'intégrer aux sectes, aux factions connues, parce que ça les intéressait pas, ils préféraient se concentrer sur leurs objectifs personnels. Donc, la mission des disciples de Seth peut être résumée en un seul mot, soit la corruption. Ils cherchent à subvertir, à détruire tout ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est pur, ce qui est beau, tant au sein de la société vampirique que de la société mortelle. Donc, c'est des comploteurs sans égal, sont dotés d'un génie inégalé pour la déviation et la tentation. Et leurs armes préférées sont la drogue, le sexe, l'argent, le pouvoir, donc le vice sous tous ses aspects. Ils vont utiliser aussi le code moral d'une personne contre elle-même pour chercher à la pervertir. Dans la société autant mortelle que vampirique, on va souvent aussi les voir à la tête de clubs de nuit ou de réseaux de proxénétisme ou réseaux souterrains comme ça, donc des endroits de perversion, vraiment. Donc, la plupart des adeptes de Seth, en fait, pour la plupart des adeptes de Seth, cette corruption-là, c'est qu'un moyen pour parvenir à leur fin. Donc, ils croient en une division radicale entre l'âme divine et éternelle et le monde qui nous entoure et nos corps corrompus qui ne sont que transitoires. Donc, les lois de leur foi disent qu'au fond, l'âme sait qu'elle n'a pas sa place dans la prison de la matière et tout ce qui détourne l'âme de cette connaissance-là et la lie au monde est un piège. Donc, pour parvenir à la libération, une âme doit se débarrasser de toutes les fausses doctrines qu'elle a adoptées, les envies, les habitudes qui l'aveuglent éventuellement. Donc, tout le code moral d'une personne, tous ses intérêts, ce qui lui est cher, en fait, c'est sa prison, la prison dans laquelle son âme est enfermée et qui l'empêche de connecter avec Seth, ultimement. Donc, une telle conscience de soi ne peut pas parvenir simplement par un échange, une argumentation ou une simple croyance. La seule expérience directe, la plus extrême, peut briser l'emprise des chaînes sur l'âme d'une personne et permettre la libération. D'où l'importance de la corruption et de détruire toutes les croyances et tous les fondements de l'individu. Il faut surtout pas croire que cet aspect spirituel les éloigne de l'argent ou du pouvoir. Comme de nombreux vampires, on s'entend là, ces éléments sont importants pour eux, que ça soit pour faciliter le retour de Seth sur Terre ou faciliter leur non-vie pour avoir le plus de croyants possible. Donc, ce ne sont pas des gens pieux qui vivent dans la pauvreté, là, très loin de là. Au niveau de l'étreinte, le clan est attiré par ceux qui connaissent les désirs et les mensonges intimes des humains. Donc, ceux qui comprennent la corruption, ceux qui savent comment gérer les escroqueries ou comment éroder ceux qui ont une croyance aveuglée. Donc, ça peut être des criminels, des escrocs, des gourous de développement personnel, beaucoup. Donc, on en compte beaucoup parmi leurs rangs. Mais ça inclut, dans leur rang, on inclut aussi des sceptiques purs et durs, des négationnistes en général, donc des athées, des iconoclastes, des professeurs d'histoire, des philosophes, donc tous les chercheurs de vérité qui remettent en question ce qui semble aller de soi, vont aussi trouver leur place dans ce clan-là. Donc, c'est important aussi de comprendre que le sacerdoce ne cherche pas à corrompre leurs enfants, donc ils ne cherchent pas à corrompre les nouveaux vampires. Ce qu'ils cherchent, c'est des personnes qui sont capables de corrompre des humains. Donc, ils vont transformer dans le clan des gens qui ont cette capacité-là de corruption et non pas des gens qui sont corruptibles. Donc, les futurs enfants des disciples de Seth passent souvent du temps dans le culte sethiste avant d'être transformés. Donc, ils sont déjà endoctrinés dans les différents mystères spirituels du clan là, avant de devenir un vampire. Donc, il est intéressant de noter aussi que les Sethites comptent leur génération à partir de Seth, qui, comme j'ai dit, était le fils d'Enoch, qui était le fils de Cain. Donc, ils ont tout le temps comme un déficit, on pourrait dire, de 2 générations comparativement à tous les autres clans quand ils comptent leur génération. Par exemple, un Mathusalem de 4e génération serait noté comme un membre de la 2e génération
dans le sacerdoce. Une autre facette importante du clan est que des membres du sacerdoce, en fait, ne sont pas des membres, on pourrait dire des vampires du clan en bonne et due forme. Il peut y avoir des vampires de d'autres clans qui ont été convertis, donc qui croient ce que le culte de Seth, là, ce que les disciples de Seth propagent comme information. Donc, ils ont accepté Seth comme leur véritable dieu et ils ont été officiellement intronisés au sein du culte. Donc, ce sont comme des enfants adoptifs du clan. Donc, on s'entend, ces vampires-là ne se débarrassent pas de leur malédiction, de leur fléau ou de leur corruption, là. Donc, tout ce qui est lié à leur sang reste là. Un ventru va continuer à avoir le fléau des ventrus, la corruption des ventrus. Et si un ventru qui croit en Seth transforme un nouveau vampire, le nouveau vampire va aussi avoir les malédictions liées au ventru. Donc, tout ce qui est aligné par le sang ne change pas. Mais ils vont apprendre tout ce qui est en lien avec la sorcellerie, des serpentistes, des cétites. Un converti, dans le fond aussi, ne va pas être traité différemment de quelqu'un qui a été transformé au sein même du clan. Donc, c'est pas un citoyen de seconde zone, là, c'est un frère de foi, oui, ce qui est une distinction beaucoup plus importante pour eux que le sang. Donc, un étranger qui accepte le Dieu des ténèbres, c'est un événement pour eux qui est joyeux. Donc, même les aînés, les plus conservateurs, vont accepter très facilement les vampires des autres clans qui se convertissent. En ce qui a trait à la société mortelle, le sacerdoce se mêle souvent à la société humaine. Les ministres peuvent jouer leur rôle en se faisant passer pour des barons de la drogue, pour des propriétaires de clubs, comme j'ai dit plus tôt, des proxénètes aussi. Donc, un signe révélateur de la présence de nombreux ministres, c'est qu'ils parviennent à rassembler des groupes, qu'il s'agisse de gangs, de sectes, d'autres groupements informels. Donc, les perdus dans la société vont se regrouper autour de ces serpents-là parce qu'ils vont créer un lien, beaucoup de dépendance affective, dépendance psychologique. Donc, il travaille pas dans des montagnes de bureaucratie. Le sacerdoce, il ne va pas se limiter non plus aux limites imposées par la bureaucratie. Il préfère que leurs troupeaux, leurs serviteurs soient liés à eux, comme je disais, par une dépendance émotionnelle personnelle, qu'il s'agisse de la peur, du désespoir ou du besoin. Donc, il y a vraiment un besoin, une dépendance physique à un certain point. Donc, de nombreux serpents ne considèrent pas leur troupeau, leur vaisseau comme une famille. Donc, ils n'ont pas ce type de rapport-là non plus familial, presque d'affection avec les humains qui les entourent, mais ils vont pas non plus se nourrir violemment dans une ruelle sombre. Donc, ils méprisent généralement ce type de méthode-là, autoritaire. Ils se considèrent meilleurs que ces méthodes-là. Donc, leurs troupeaux ont tendance à être des congrégations, oui, et leurs vaisseaux auxquels ils s'abreuvent tentent généralement eux-mêmes le poignet. Et la plupart d'entre eux même en viennent à aimer la sensation de faire boire leur sang et de participer. Donc, c'est souvent le genre de vampire, là, de prédateurs consensualistes où ils vont créer une certaine même dépendance chez les humains à faire boire leur sang et cette sensation-là d'extase-là. Du côté de la société vampirique, le clan a refusé d'entrer dans la Camarilla il y a environ 500 ans, ce qui a été vu vraiment comme un affront à l'époque. Donc la Camarilla a carrément offert aux disciples de Seth d'entrer dans la secte, ce qui a été refusé. En fait, ils ont juste pas répondu et c'est vraiment une grande offense en soi, mais ils ont continué comme ça leur truc en étant indépendants, en se concentrant principalement sur leurs croyances et leur manière de faire. Toutefois, comme leur pouvoir d'influence est vraiment grand, ils ont toujours été acceptés là où ils ont décidé de s'établir, donc se sont pas fait rejeter pour autant. Maintenant, avec la guerre de la Guéhenne, le sacerdoce a décidé qu'il serait peut-être temps d'avoir davantage d'alliés et ils ont donc fait eux-mêmes des démarches auprès de la Camarilla pour l'intégrer. Donc, il y a eu des pourparlers. Les pourparlers étaient en cours pour rejoindre la Camarilla. Il y a eu une réunion formelle à Paris, en France, où la Camarilla a reçu des objets de valeur, où les portefeuilles des ventrus se sont fait engraisser.
Mais la réunion s'est littéralement terminée par une bombe incendiaire. Ce qui, pour des vampires, est assez terrible, là. Et donc, par la suite, la Camarilla n'a pas donné suite à la rencontre, n'a pas relancé le sacerdoce et a décidé, à la place, d'introniser leurs ennemis mortels, donc les Banu Hakim. Ce qui a été une offense quand même très importante pour le sacerdoce. Et donc, ça l'a poussé de nombreux membres de ces vampires-là, des serpents, à devenir anarques. Donc, le sacerdoce est souvent détesté en raison de sa réputation de trompeur, de menteur et de corrupteur, là, et on comprend un peu pourquoi. Mais même avec une telle réputation, ils ont deux rôles importants dans la société vampirique qui fait que sont quand même très présents malgré tout. Donc, le premier rôle consiste principalement à s'occuper de tout ce qui est de la contrebande. Ils vont fournir tout ce que les mortels et les non-vivants désirent avoir. Ça peut, être la drogue, le sexe, tout ce qui est légal, mais très rare ou difficile à obtenir, ou tout ce qui est illégal aussi. Donc, c'est vraiment eux qui vont trouver les objets que les autres désirent. L'autre rôle qui est aussi que beaucoup de membres du sacerdoce adoptent est celui de guide spirituel dans la société vampirique. Il n'y a pas de religion tant que ça. Là, pour la plupart des clans, du moins, il n'y a pas de religion à adopter. La plupart de la Camarilla ne croient pas tant que ça en Caïn. Et plusieurs vampires gardent leur religion, qu'elle soit catholique ou autre, une fois la transformation faite. Alors, quand les vampires sont à la recherche d'une vérité quelconque là, de côté spirituel, c'est le sacerdoce qui arrive et qui sert de guide spirituel. Donc, il représente vraiment la voie spirituelle alternative dans le monde vampirique. Dans les coteries, les Sétites, les ministres s'efforcent d'être les confidents, les alliés de confiance des camarades. Donc, ils croient qu'ils peuvent tout fournir à leur coterie dans le but de garantir que les besoins du groupe sont satisfaits. Donc, on s'entend, ils ont toujours une petite tendance moralement ambiguë à répondre aux besoins, à savoir pourquoi ils le font. En général, ils s'attendent à un certain retour sur investissement là, d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas de la pure générosité quand quelqu'un de sacerdoce vous rend un service ou trouve quelque chose, comble le besoin. Habituellement, le paiement doit arriver un jour ou l'autre. Finalement, la différence entre les factions, les membres du sacerdoce qu'on retrouve autant auprès de la Camarilla que des anarques, donc de nombreux membres du sacerdoce critiquent leurs camarades plus orthodoxes, donc vraiment les feux disciples de Seth, là, les jugeant dépassés et coincés dans le temps. Donc, souvent, même les Sétites, là, les disciples de Seth, sont coincés littéralement dans des vrais temples, sont l'image associée à des momies. À l'origine, le clan était basé surtout en Égypte, et Seth est aussi associé au dieu égyptien Seth. Là. Donc, on a vraiment l'impression que les disciples de Seth ne sont pas capables de suivre le rythme. La plupart des autres clans ne savent pas ou n'ont pas la certitude à savoir si cette division-là auprès du sacerdoce est réelle ou non. Est-ce que c'est juste qu'ils veulent changer leur image de marque? Donc, ils disent que leurs croyances ont changé, ils disent que on peut maintenant leur faire davantage confiance. Donc, est-ce que c'est un véritable changement au sein du clan ou c'est juste la fumée et de la poussière aux yeux et que leurs croyances n'ont pas changé du tout? Donc, c'est quand même une question que la plupart des clans se posent. Comme j'ai dit, une grande partie du sacerdoce est devenue anarque suite à la boutade de la Camarilla, mais il y a quand même plusieurs membres, quelques membres du sacerdoce là, qui va travailler avec la Camarilla et avec les Ashira, là, donc au Moyen-Orient. Les anarques ont toutefois noté que les ministres ont permis de se propager dans des endroits qui étaient un peu inaccessibles, qu'ils n'avaient jamais rêvé d'atteindre avant. Donc, là où il y a le sacerdoce
dans des domaines anarques, on voit les domaines anarques vraiment s'agrandir. Donc pour eux, c'est vraiment, on pourrait dire, une plus-value avoir le sacerdoce en leur rang. Et si c'est une anarque qu'ils font, sans faire de jeu de mots, là, si c'est faux, c'est de la poudre aux yeux, leur nouvelle refonte du clan, ben les anarques se font avoir quelque chose de rare en ce moment. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur le sacerdoce, donc de Ministry, les disciples de Seth. Ceux qui ont déjà joué à Vampire, la Mascarade, je serais curieuse d'avoir votre opinion. Que pensez-vous de cette refonte-là du clan, de ce changement-là au niveau des croyances et de la foi du clan? Trouvez-vous ça intéressant? Trouvez-vous que ça se fait pas, ces changements-là? Donc, je serais curieuse de vous entendre à ce sujet-là. Les autres, tout le monde, en fait. Trouvez-vous que c'est un clan qui a l'air intéressant, de jouer sur la corruption des gens, de chercher à corrompre les gens, ou aussi avec l'aspect parfois plus spirituel qui est caché derrière tout ça, donc de jouer des espèces de gourous de la société vampirique. Donc, je serais curieuse de vous entendre. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos-là sur les clans de Vampire la Mascarade, petit pouce en l'air, c'est tout le temps super encourageant. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez voir les vidéos une semaine à l'avance, venez faire un petit tour sur notre Patreon, quelques piécettes d'argent, et vous pourrez voir toutes nos vidéos une semaine à l'avance. Et sur ce, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine j'espère, et bye!